Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro de 28 minutes. Et comment ne pas se réjouir, puisque demain ce sont les vacances, et les grandes vacances, et justement les congés. C'est l'actualité du jour, puisque selon un récent sondage, près d'un Français sur deux ne partira pas en vacances cet été. Une situation qui donne des idées à certains responsables politiques. Une mesure qu'on propose qui est le pass colo verte, qui est de dire que... au fond, pendant les 5 années de primaire, il y a l'assurance que chaque enfant a le droit à 15 jours de colonie à la mer, à la montagne. Gratuite. Oui, gratuite. Alors les vacances accentuent-elles vraiment les inégalités sociales? Est-il possible de combattre le surtourisme et augmenter le nombre de vacanciers? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui, au bar 28 minutes, n'hésitent jamais à servir leur chronique On the Rock, à savoir Victor Dequiver et Marie Bonisso. Bonsoir à vous. Salut Jean-Mathieu. Alors au menu ce soir, Victor. Mes performances vont être incroyables ce soir, Jean-Mathieu. Je vous fais une petite histoire du dopage. Il était temps. Et vous, Marie? Eh bien, moi, je vais vous emmener voir des concerts. En ce moment, depuis peu, les artistes se reçoivent d'étranges projectiles. Que se passe-t-il dans le public? Réponse tout à l'heure. On a hâte de cette réponse tout à l'heure. Car avant ça, une question. Avez-vous déjà rencontré un varan de Komodo, une raimanta, un singe gibbon? Non? Eh bien, il va falloir se bouger un peu parce que Julien et Johan Frey ont rencontré ces animaux lors d'un voyage en Indonésie. Une épopée à la fois scientifique et intime, ça donne forcément l'idée d'une bonne BD. Et ils viennent nous en parler puisque ce sont nos premiers invités. Voilà, vous avez le programme, c'est 28 minutes et ça commence tout de suite. Alors, Johan et Julien Frey, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous présente l'équipe de 28 minutes. Sonia Kironi, bonsoir. Bonsoir. Guillaume Roquette, bonsoir. Alors, vous venez pour nous parler de cette bande dessinée, donc Les Sauvages, publiée chez Futuropolis. Je le disais, vous êtes partis tous les deux en Indonésie. C'était juste avant le Covid. En 2020, vous êtes allés à la découverte de la faune locale. Quand vous êtes revenus, depuis maintenant, vous vous sentez un peu plus écolo ou pas ? On l'était déjà, mais forcément, je crois qu'on a progressé. On ne doit pas l'être encore assez, mais quand même. Pas des petits gestes, par exemple, non ? Qu'est-ce qu'on fait qu'on ne faisait pas? Les petits gestes du quotidien, on les faisait déjà. D'accord. Tout ce qui est tri. Non, par contre, on est beaucoup plus conscient des problématiques sur la cause animale, qui ne sont pas de l'ordre du quotidien, mais parce que les animaux qu'on a vus étaient loin. Bien sûr. Mais c'est plutôt que notre regard sur le monde animal a complètement changé. Et bien de tout ça, on va en parler avec votre bande dessinée Les Sauvages. Mais avant ça, eh bien, on va vous découvrir un petit peu, on va faire connaissance avec vous, Johan et Julien Frey. On va regarder vos portraits, c'est votre règle de 3 et elle est signée Olivier Boucreux. BD, Johan et Les Sauvages, c'est la règle de 3 de Julien Frey. C'est pour sa grande liberté que ce scénariste de 46 ans s'est lancé dans la BD. Avant cela, il était passé par les cases licence de cinéma à la Sorbonne, les guignols de l'info comme assistant réalisateur et l'écriture de séries d'animation jeunesse comme Casper, Geronimo Stilton ou Ava Rico Theo, sa préférée. Julien Frey publie en 2014 Un jour, il viendra frapper à ta porte, sa première BD autobiographique sur la quête des origines. Suivront Michigan, puis avec Édouard Luns, L'œil du STO ou Fatih, dessiné par son nouveau collègue coup de cœur, Nadar. Mais aussi Lisa et Mohamed sur les Harkis ou Monsieur Apothéose, fiction loufoque pour adultes. Les bandes dessinées ne sont pas ses seuls bébés. En 2009 naît Johan, sa fille. À l'époque, il s'inspire même de la grossesse de sa femme pour écrire un épisode de la série Les blagues de Toto. À Sarlat, où ils sont installés en famille, la petite Johan dévore des livres sur les animaux. Du haut de ses 10 ans, elle s'inquiète pour leur avenir. Pour réaliser le rêve d'enfant de sa fille, Julien contacte Johan Michaud. Le biologiste les emmène dans ses bagages en Indonésie en 2020, en pleine pandémie, pour voir les éléphants de Sumatra et d'autres espèces en voie d'extinction. En voyant beaucoup d'animaux en voie d'extinction comme les éléphants, les dragons du Komodo, les raimentas, tout ça, ça m'a rendu un peu triste. Sa tristesse dépassée, Johan a eu envie d'informer. Aujourd'hui, à 14 ans, elle aimerait bien devenir journaliste en écologie. Ce voyage, le scénariste le raconte dans Les Sauvages. À la fois récit intime et documentaire scientifique, la bande dessinée permet à la famille Frey d'évoquer aussi la déforestation, la production d'huile de palme ou le braconnage. À travers le personnage de Johan et à travers le mien, j'espère que les gens seront touchés comme nous on l'a été quand on y était sur place. Finalement, les sauvages du titre ne sont pas forcément ce que l'on croit.
Voilà, Johan et Julien Frey pour Les Sauvages. Olivier Bouquereux en parlait. Alors, c'est qui ces sauvages finalement? Ce sont les animaux ou c'est nous? Ah, c'est la question. C'est moi qui pose la question au lecteur. À vous de vous faire votre idée. Mais c'est vrai que le titre a un double sens, c'est-à-dire que ça peut être les animaux, mais ça peut être les humains. Et en matière d'humains, c'est aussi parfois les gouvernements qui ne prennent pas les décisions qu'il faudrait prendre pour faire avancer les choses ou les faire avancer beaucoup plus vite. Guillaume. Johan, dans ce périple en Indonésie, qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Quel est ton souvenir le plus marquant? Je dirais que c'est quand on a nagé avec des raimentas. On a vu plein de touristes autour des raimentas et en fait, elles n'avaient plus de place presque pour vivre, on aurait dit. Donc ça m'a vraiment touchée. Après, quand on a vu des éléphants enchaînés aussi, ça c'était assez marquant. On ne comprenait pas qu'est-ce qu'ils faisaient là en fait. Oui, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'à la base, vous partez pour voir des éléphants sauvages et vous ne les voyez que finalement dans des parcs, soit pas domestiqués, mais qui ne sont plus sauvages, en fait, véritablement. Oui, on part pour voir certaines choses et on va comprendre au fil du récit qu'on ne verra pas forcément ce qu'on attendait, mais que c'est normal et que c'est parfois rassurant, c'est-à-dire les animaux sauvages existent encore, mais ils n'attendent pas après nous. Donc finalement, c'est bien cette part d'inattendu. Donc oui, les éléphants qu'on a vus n'étaient pas ceux qu'on voulait voir. C'était des éléphants enchaînés. Et le paradoxe, c'était que ces éléphants n'étaient pas dans de bonnes conditions. Et pourtant, ils étaient avec des gens, des Indonésiens, qui étaient là pour les protéger. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Parfois, on a quand même un peu le sentiment dans votre BD que les autorités locales ne sont pas forcément aussi sensibles qu'on pourrait s'y attendre à la cause écologique. C'est qu'une impression? Non, je ne sais pas si vous avez vu, mais le président Widodo, là, justement, il a beaucoup... Le président indonésien? Ouais, il n'est pas content parce que l'Europe a voté une loi il y a 3 mois pour limiter l'importation des produits qui utilisent de l'huile de palme. Et donc, Widodo, il est furieux parce que l'Indonésie et la Malaisie, c'est 85% de la production d'huile de palme. Donc c'est énorme. Donc les autorités locales, elles raisonnent comme souvent les autorités le font, c'est avec le paramètre économique. Et justement, le paramètre économique par rapport au développement de ce pays, de temps en temps, on peut se dire, tiens, la cause environnementale, ça peut être un privilège de pays riches? Exactement. C'est ce que je dis à plusieurs moments, c'est que c'est un peu facile aussi pour nous, avec notre regard de pays riches, quoi, de critiquer ces gens qui font ce qu'ils peuvent. En tout cas, les gens qui essayent de protéger les éléphants font ce qu'ils peuvent pour le faire, mais avec des moyens qui sont ridicules. Oui. Il y a les dragons du Komodo aussi, que vous êtes allés voir, ces animaux, alors moi qui me terrifie complètement. Joanne, ça s'est passé comment cette rencontre avec les dragons? Alors on avait un guide qui nous donnait des petits conseils, mais c'était assez impressionnant. En fait, on avait peur qu'ils nous mordent, en fait, vu que leur langue, il y a des bactéries sur leur langue, et s'ils nous mordent, on meurt. On meurt, oui, rapidement. On a, je crois que c'est 2 heures. Et comme on est sur une île au bout du monde, c'est pas suffisant pour... Vous n'êtes pas rassuré d'ailleurs, hein, ouais. Ça se voit. Hein. Oui. Oui. Alors moi, je suis d'un naturel flippé. C'est le paradoxe aussi, c'est que je me mets dans des situations un petit peu, des fois, compliquées, parce que je suis très curieux, et en même temps, je suis très flippé. Mais... Ça réunit vos 2 passions, le dragon de Komodo, finalement, hein, comme ça, la peur et la curiosité. C'est ça, c'est exactement ça. Et en même temps, pour être honnête, les dragons du Komodo, ils ont beaucoup changé, parce que, en fait, avant, ils pouvaient chasser, et les cerfs qu'ils chassaient ont été braconnés. Et donc, ce que vous voyez maintenant, là, en photo, c'est un gros chien. D'accord. Ah oui, d'accord. Pour moi, c'est un gros chien. Parce qu'il est nourri et qu'en fait, il n'a plus besoin de chasser. Et Johan Michaud, le scientifique qui nous a accompagnés pendant tout le voyage, m'a expliqué que les dragons, en fait, rapetissent. Quand un animal n'a plus besoin de chasser, eh ben, il change. Ah oui, d'accord, voilà. Il évolue en effet. Voilà. Alors, à la base, Johan, si toi tu as pu partir en Indonésie, c'est parce que aussi
ton professeur t'avait dit oui, c'est bien, mais tu peux revenir en faisant un exposé. Et justement, on va en parler de l'école avec vous, Sonia, parce que le ministre de l'Éducation veut faire de l'écologie un apprentissage à part entière à l'école. Oui, l'école ne peut pas ignorer les enjeux de la transition écologique. Elle doit être aux avant-postes, a décrété Pape Ndiaye, qui a récemment annoncé une série de mesures pour renforcer la transmission des connaissances autour de l'écologie à l'école. Avec l'éco-citoyenneté et la démocratie environnementale, le développement durable constituera désormais un des 3 piliers de l'EMC, l'éducation morale et civique, dont le temps d'enseignement, ça c'est une information pour toi, Joanne, je ne sais pas si tu l'as, sera doublé à la rentrée, puisqu'il passera à 1 heure par semaine. Le ministre veut aussi accélérer la rénovation des bâtiments scolaires, la végétalisation des cours d'école, mettre en place des aires éducatives de contact avec la nature. Fort bien, disent les enseignants, mais nous n'avons pas forcément le temps ni les moyens de faire tout ça. C'est encore un autre sujet. Joanne, tu vas entrer en 3e à la rentrée. Est-ce qu'on parle assez d'écologie à l'école, selon toi? Ah non, même en SVT, on n'en a pas du tout parlé. Pas du tout. C'était pas le programme du tout. Donc, ouais, non, c'est choquant. Non, jamais. Ta scolarité, tu n'as jamais parlé de si, mais cette année, non. Ouais. Mais... Il y a les éco-délégués aussi au collège. Oui, mais ils font vraiment pas grand-chose. Enfin, non, il y a pas. En fait, il n'y a pas les moyens. C'est ça. Non, il n'y a pas les moyens. Guillaume. On a parlé des gros animaux, Julien Frey, mais il y a aussi des espèces plus discrètes qui sont en danger. Vous l'avez aussi vu, ça, de vos yeux, en Indonésie? Oui, c'est un petit peu ce que j'ai compris de ce qui ressort de ce voyage, c'est que moi... Joanne, elle a toujours rêvé de voir des animaux, moi pas. Et quand j'arrive, j'ai plus ou moins une liste de courses. C'est que j'ai envie de voir certains animaux, souvent les plus gros. Je ne sais pas pourquoi, on est un peu tous comme ça. On a envie de voir des éléphants, des lions. C'est les plus spectaculaires. Voilà, ce qui est spectaculaire. On va toujours vers le spectaculaire. Et tout le travail des scientifiques qu'on a accompagnés, ça a été aussi de nous expliquer que la biodiversité, ce n'est pas que les gros animaux. Et donc, ils nous ont un peu ouvert les yeux. Je me souviens d'une discussion avec Joanne en pleine jungle où, pendant 1 heure, elle nous a parlé d'une grenouille. Une grenouille, oui. Et c'était passionnant. Et je ne pensais pas que j'allais être passionné par une grenouille. Alors, à propos d'animaux, la bande dessinée, à un moment, quand vous revenez à Sarlat, après ce voyage en Indonésie. Donc, il y a le Covid, hein, bien sûr, tout au long de ce voyage. Qu'est-ce qui se passe? On va être confinés. Vous revenez d'ailleurs en plein confinement. On croit que vous avez le Covid d'ailleurs à chaque case. Et à la fin, donc, vous voyez dans cette forêt en France un chevreuil. Ouais. Et vous dites cette phrase, et si le monde animal nous avait fait un signe parce qu'il vous regarde. Et c'est vrai qu'on a pensé à son animal quand on voyait des canards, même à la Comédie Française, des baleines au large de Marseille. Ouais. Pour vous, à un moment, ce confinement a permis à un moment de voir aussi ce monde sauvage? Alors moi, j'ai eu, ça a bien résonné dans ma tête et j'ai cru que ça allait résonner pour tout le monde. Et malheureusement, voilà, les avions volent quasiment autant qu'avant le Covid. Et j'ai l'impression qu'on est revenu à un rythme, j'allais dire, de croisière et que finalement la cause animale est pas plus au centre des discussions qu'elle ne l'était avant le Covid. Voilà, c'est pas très optimiste, mais pour vous répondre franchement, oui. J'ai l'impression qu'on n'en fait pas assez, vraiment. Eh bien, en tout cas, il faut lire pour savoir justement de quoi il s'agit. C'est Les Sauvages, donc c'est écrit par Nadar et vous, Julien Frey, aux éditions Futuropolis, bande dessinée. Merci en tout cas d'être passé par 28 minutes. Merci aussi à toi, Joanne, puisque tu veux devenir journaliste environnemental. Voilà, tu seras le bienvenu ici à 28 minutes pour nous en parler. Merci en tout cas d'être passé ce soir par 28 minutes. Allez, place maintenant à notre débat. Pour les congés d'été, quelle sera votre destination? La mer, la montagne, la campagne ou le canapé du salon? Et oui, puisque selon une étude publiée par le magazine Le Point, 47% des Français interrogés ne partiront pas en vacances cet été. Alors comment résorber les différences sociales provoquées par les départs en vacances? Le droit au repos doit-il devenir le droit de partir au risque d'accentuer le phénomène de surtourisme? Le débat est vaste et passionnant. On voit ça dans un instant, juste après la mise au point d'Amira Swilem. Cloche de fin pour les petits écoliers de France. Les grandes vacances démarrent demain. À la veille des grands départs, certains ont le droit à un petit coup de pouce, comme ces salariés d'un moulin dans les Yvelines. Les payes du mois de juin avec la prime de vacances. Ah, la prime de vacances. Cette année, je pars au Portugal. Ça me coûte 700 € aller-retour, péage et essence. Donc la prime me fait du bien. Me paye la moitié de mon trajet.
Ces vacances ne sont pas synonymes de dépaysement pour tout le monde. Selon un sondage réalisé par l'Institut Cluster, un Français sur 2 ne partira pas. Un choix subi pour la moitié d'entre eux qui évoque des raisons budgétaires. Sans surprise, les ouvriers sont 3 fois plus nombreux que les cadres à ne pas pouvoir partir. Face à cette situation, certains, comme François Ruffin, souhaitent l'instauration d'un droit dit aux vacances. À chaque cycle scolaire, au primaire, puis au collège, il y ait la garantie d'un pass scolo vert qui permette aux enfants d'avoir l'assurance sur ce cycle-là d'au moins partir une fois en colonie de vacances pendant le primaire, au moins une fois pendant le collège. Je pose la question, comment on peut aimer la France quand on n'en a pas vu ses plages et ses montagnes, quand on n'en voit que les tours de son quartier? L'ancrage passe-t-il par le voyage? Y a-t-il une inégalité face aux vacances? Faut-il et comment instaurer un droit aux vacances? Et pour en parler, nous recevons ce soir Hervé Novelli. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes entrepreneur, ancien secrétaire d'État chargé du tourisme. Et selon vous, raccourcir les vacances scolaires n'est pas bon pour le tourisme. Et il est clair que le fait de partir en vacances bénéficie, dites-vous, aux jeunes en les empêchant de rester aérés dans leur quartier. À vos côtés, Mathieu Slama. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste. Vous avez publié Adieu à la liberté aux éditions Presse de la Cité. Selon vous, partir en vacances doit être un droit de l'homme. C'est un droit au temps libre, un droit de sortir du temps productif, ce qui est fondamental. Et puis Sandra Wabian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, directrice générale du CREDOC. Alors je reprécise, le CREDOC, c'est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Et selon vous, le fait de partir en vacances est nécessaire à la vie en société, dans la mesure où 60% des Français partent. Ne pas pouvoir accéder aux vacances est une forme d'exclusion. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Guillaume, et votre chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 3 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Sandra Wabian, est-ce que c'est toujours à peu près le même chiffre d'une année sur l'autre ? Alors oui, malheureusement, ces inégalités par rapport aux vacances dont vous parliez, on les observe au CREDOC depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on a toujours le double des personnes aisées qui partent en vacances par rapport aux plus modestes. Et ça s'accentue pendant les périodes de crise. Mathieu Slama, est-ce qu'on peut dire que socialement, c'est vraiment compliqué d'assumer qu'on ne part pas en vacances? Mais moi, j'irais plus loin. Je pense qu'il n'y a rien de plus injuste et de plus inégalitaire que le concept de vacances. C'est-à-dire qu'on vit dans une société capitaliste où l'injonction aux vacances est omniprésent, les publicités sur Instagram, les influenceuses, les influenceurs, etc. Partez aux Maldives, partez à Ibiza, etc., etc. Donc on est saturé de cette injonction à partir en vacances. Et en réalité, comme vous l'avez très bien dit, il y a 4 Français sur 10 qui ne partent pas en vacances, qui ne peuvent pas partir en vacances. Et parmi les Français qui partent en vacances, il y en a beaucoup qui font d'immenses sacrifices économiques, sociaux pour pouvoir partir en vacances. Et donc, en réalité, c'est un enjeu de justice sociale, les vacances. C'est un pur enjeu de justice sociale. Et donc, c'est un enjeu politique parce qu'on n'est pas tous égaux face aux vacances. Et peut-être qu'on y reviendra après, mais la question du droit aux vacances, c'est fondamental parce que déjà, le droit au repos, c'est un droit fondamental reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, le droit au repos, c'est un droit de l'homme. Et aujourd'hui, il se matérialise dans les vacances. Et à partir du moment où ce droit n'est pas effectif, puisqu'en réalité, aujourd'hui, on voit que ce droit, comme d'autres d'ailleurs, mais voilà, n'est pas effectif, et ben, je crois qu'une des priorités politiques, mais vraiment priorité, ça devrait être de garantir ce droit à tous les Français. Et la solution ne va certainement pas dans raccourcir les vacances, ou, ça, on va parler, etc. Mais vraiment garantir le droit au repos, le droit aux vacances, parce que c'est un droit fondamental et c'est aussi pour tous les Français une nécessité. Guillaume. Hervé Novelli, c'est un peu un paradoxe parce que le pouvoir d'achat augmente plutôt dans notre pays. Il y a des nouveaux dispositifs comme les chèques vacances. Et pourtant, il reste cette espèce de barrière aux vacances pour prendre un Français sur 2. Oui, c'est vrai, mais il ne faut quand même pas oublier que depuis il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis les congés payés, depuis 1936. C'est là que sont nés, y compris les chèques vacances, les congés payés. Bon, et depuis, il s'est passé énormément de changements. C'est-à-dire que, par exemple, on ne prend plus ou on prend moins des vacances pendant un mois, comme on le faisait à l'époque, sur la plage ou à la montagne. Maintenant, le fractionnement des vacances est quelque chose qui affecte toutes les sociétés
développé, pas uniquement en France. Donc on va prendre moins de vacances en été, on va prendre, si on le peut bien sûr, des vacances en hiver, ou à la campagne, à la montagne, autour d'un thème. C'est-à-dire que maintenant, on ne bronze plus pendant un mois et il va y avoir cette thématisation du tourisme qui s'opère et qu'on voit, le tourisme durable, le tourisme événementiel, le tourisme sportif, alors, bref. Sandra Ouaban, est-ce que ça creuse aussi ces vacances, finalement, les inégalités territoriales? On va dire, on va caricaturer entre campagne, ville, entre périphérie et centre-ville. Est-ce que ça creuse ou pas? Alors, le principal marqueur du départ en vacances ou de l'exclusion du départ en vacances, c'est vraiment le niveau social. Également le diplôme, c'est-à-dire que partir en vacances, ça nécessite aussi un certain nombre de compétences. Il faut arriver à s'organiser, il faut arriver à comprendre quelles sont les offres les plus avantageuses, également celles qui ne seront pas des arnaques, parce qu'il y a de plus en plus quand même de problématiques en ligne. Et puis, il y a aussi une éducation aux vacances, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la population qui, n'étant pas partie petit, n'a pas l'habitude. Et donc, va reproduire ça ensuite? Qui va reproduire ça. Donc, il y a toute une habitude, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on envisage la mobilité, notamment des jeunes, comme un vecteur d'apprentissage, d'éducation, puisque une fois qu'on est déjà parti à l'étranger ou qu'on a eu une expérience, eh bien, on va un peu plus être autonome par le passé. Et également, les autres types de fractures que ça provoque, ce sont finalement, au-delà du statut social ou de l'injonction, c'est aussi un apprentissage du pas de côté, c'est-à-dire un autre univers qu'on va découvrir, une autre sociabilité. Alors bien sûr, ce n'est pas le grand mélange en fait, hein. Évidemment, on ne part pas au même endroit suivant la classe sociale, mais néanmoins, on a quand même une petite expérience différente du quotidien et ça permet d'acquérir aussi des nouvelles compétences. Donc des compétences sociales, des compétences aussi par exemple linguistiques, etc. Alors une expérience différente, c'était ce que promettaient les colonies de vacances aussi. Et Sonia, on va voir avec vous que c'est vrai que ça a longtemps permis à des générations d'enfants de découvrir la mer, la montagne, mais le problème c'est que ces colonies de vacances, eh bien, n'ont plus la cote, hein, et on peut poser la question où sont passées bien sûr nos jolies colonies de vacances. Eh bien, elle cherche des animateurs. Hein. En ce moment, environ 30 000 postes seraient vacants pour cet été, d'après le principal syndicat employeur du secteur, qui pointe même le risque de voir certaines colonies annulées. Depuis la crise sanitaire, le secteur de l'animation peine à recruter. Le job est jugé trop éprouvant et mal rémunéré. Mieux payer les animateurs, cela semble une évidence. Mais qui va payer et surtout qui peut payer? Le monde des colonies de vacances a beaucoup évolué ces dernières années. Il présente deux visages. D'un côté, des entreprises privées qui visent plutôt les classes supérieures, qui proposent des séjours à thème, voilà, le surf, l'équitation, la plongée, avec des tarifs plutôt élevés. Et puis de l'autre, des structures sociales, mais qui peinent à faire face à l'augmentation des coûts. De nombreuses municipalités, par exemple, se sont séparées ces dernières années de leur centre de vacances historique en raison bien, du coût que cela représente pour l'entretien. Résultat, même si ce n'est pas la seule raison, de moins en moins d'enfants partent en colonie de vacances. Hein, c'est une vraie tendance. Selon un rapport gouvernemental publié en 2021, 1,4 million d'enfants sont partis en colo en 2019. On est très loin des 4 millions des années 60. Et ce sont surtout des enfants issus de milieux aisés. D'après une récente étude, 27% des enfants de cadres profitent de ces séjours contre seulement 10% des enfants d'ouvriers et d'employés. Mathieu Slama, est-ce qu'on peut imaginer souhaiter, mais imaginer aussi qu'un jour elles redeviennent, ces colonies de vacances, eh bien, ce à quoi elles étaient destinées, c'est-à-dire permettre aux enfants des classes populaires de partir en vacances et au passage de permettre une mixité sociale entre les enfants qui n'existe peu ou plus beaucoup à l'école? Oui, non, mais c'est une question fondamentale parce que la colonie de vacances a été longtemps, vraiment, encore une fois, cette chance donnée à des gens de différentes classes sociales, et en particulier des classes modestes, de pouvoir bénéficier de ces vacances à bas prix et de manière finalement à les faire profiter de cet aspect-là. Et je pense qu'en effet, vous avez raison, c'est un point essentiel des politiques qui peuvent être menées, c'est de redonner comment dire, à la fois de l'attrait, premièrement, et puis deuxièmement, rendre faciliter finalement l'accès aux colonies de vacances. On entendait François Ruffin tout à l'heure dans le sujet qui parlait d'un pass colo, 2 semaines gratuits pour tous les enfants. C'est une bonne idée, ça? Alors, il y a des questions financières hein, dans l'accès aux colonies de vacances, mais pas que. Il y a quand même un phénomène aussi qui est là et qui est lié finalement à l'individualisation des vacances, au fait que les parents aussi ont envie d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe sur ces lieux de vacances. Auparavant, il y avait une forme d'autonomie.
l'autonomie des enfants, on les laissait un petit peu et puis finalement on n'était pas au courant. Maintenant il y a les téléphones portables. Il faut qu'on ouvre les lieux finalement de colonies de vacances pour que les parents soient rassurés. Il y a aussi une difficulté finalement à vivre en collectif des enfants, c'est-à-dire que globalement on s'habitue aussi à être de plus en plus les uns et les autres chez soi, d'une certaine manière, les loisirs domestiques. Et donc au-delà des questions financières, il y a aussi là aussi une forme d'éducation au collectif. Et de plus en plus, les colonies, ce qu'elles font, c'est qu'elles font des séjours plus courts. Comme ça, d'une certaine manière, elles rassurent un peu les parents et les enfants. Vous partez 4-5 jours, c'est moins impliquant que partir 3 semaines sans avoir de nouvelles, comme ça pouvait être par le passé. Guillaume. Il y a cette question du financement. Hervé Novelli, quand vous faisiez de la politique, vous étiez plutôt classé libéral. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites qu'il faut davantage d'argent public pour financer ces vacances? Mais lorsque j'étais ministre du Tourisme, je suis un de ceux qui s'est intéressé au tourisme social. Vous voyez, j'étais à contre-emploi, mais j'avais lancé, il a fallu 10 ans pour le mettre en place, un fonds d'investissement sur le tourisme social. Parce que, vous avez raison, il faut que l'État puisse jouer son rôle lorsque personne n'a envie d'investir ou ne peut investir dans des centres qui sont... pour des colonies de vacances ou des centres de tourisme qui sont mal adaptés. Et donc, ce fonds a vu le jour 10 ans après. C'est un peu dommage, on a mis du temps, mais il faut s'en occuper. Je suis vraiment de ceux qui pensent qu'il ne faut pas laisser de côté 40% de la population. Quand vous avez ce genre de chiffres, vous êtes obligé de vous y intéresser. Moi, je regrette que, par exemple, ce que j'avais fait avec l'Agence nationale des chèques vacances, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a plus de 100 000 enfants qui sont financés par l'Agence nationale des chèques vacances. Malheureusement, le budget de l'Agence nationale des chèques vacances a été diminué et la réserve de trésorerie a fondu. Et voilà, c'est pas la peine de réinventer la Lune. On a la possibilité, avec l'Agence nationale des chèques vacances, de donner la possibilité à des centaines de milliers d'enfants de partir. Alors après, oui, juste, je sais que vous êtes libéral et donc je vais un peu vous heurter. Ah bon, vous l'avez découvert mais il ne faut pas non plus s'interdire d'agir aussi sur la taxation. Par exemple, une idée qui est intéressante, je trouve, qui est de dire on offre un aller-retour de péage, par exemple, notamment pour les familles modestes. Vous savez que les péages, c'est un coût énorme. Bon, cette idée-là, on peut la financer en taxant les sociétés d'autoroutes qui font quand même des profits qui sont très importants. Et tant mieux pour elles. Non, mais les chèques là, vacances je pense que ça peut être aussi un outil. Ce que je dis, c'est que la taxation peut être aussi un outil pour, encore une fois, mener cette politique qui est une politique sociale. Désolé de vous contredire, mais on n'en a pas besoin puisque les chèques vacances, aujourd'hui, servent pour les péages d'autoroute. Donc, vous voyez que... c'est pas suffisant. C'est complémentaire. Ça peut être complémentaire. Ça peut être complémentaire. En tout cas, je dis... Il faut se servir des outils qui existent et qui sont très simples. On va faire un petit voyage dans le temps, si vous le voulez bien. Il est temps d'ouvrir notre placard à archives et de remonter en 2006, au mois de juin de cette année. On célèbre les 70 ans des congés payés et France 3 Rennes interviewe ceux qui ont vécu cette révolution. Derrière les portes de l'usine se trouve la plage. Quand ça a été décidé, je me souviens toujours, mon père est arrivé à la maison, il pleurait. Et je suis toujours vraiment émue quand je pense à ça. Il pleurait. Et il disait à ma mère, tu sais, c'est à toi de préparer les affaires, moi je m'occupe de la malle. Je vais chercher une malle, on part en Bretagne. Tout le monde sur les routes, et ça chantait, et ça riait, et ça s'embrassait. On était joyeux au possible. J'ai jamais vu autant de joie dans un pays qu'à ce moment-là. C'est la vie qui va. Le bel héritage, c'était un mois après l'élection de Blum et de ses alliés. Le Front populaire tenait ses promesses. Et cet été-là, ils ont été des milliers à quitter Paris et les villes industrielles pour prendre l'air. Souvent à quelques kilomètres de chez eux, parfois un peu plus loin pour revoir la famille ou découvrir la mer. Voilà, c'était en septembre 2006, France 3, Rennes. Sandra Wabian, tout à l'heure, vous parliez d'éduquer aux vacances. Là, on le voit, c'était là, on était dans la joie de découvrir ce qu'étaient les vacances. C'est-à-dire qu'on l'a perdu, même avec le Covid, dans cette France post-Covid qui est un peu déprimée. On a perdu cette joie des vacances, finalement. Alors, je ne sais pas si c'est le Covid, parce que plutôt après le Covid, on a plutôt eu un effet de revenge tourisme, de gens qui avaient vraiment envie de partir. C'est plutôt, je dirais, ces injonctions permanentes, c'est-à-dire qu'il faut partir en vacances, mais en plus, il faut que ce soit instagrammable, qu'on soit à des endroits qui soient vraiment dignes d'intérêt, etc.
Alors que les vacances pourraient être aussi un moment où justement on s'extrait de cet univers de normes. Donc il y a peut-être cette question-là dans finalement il faut partir en vacances, mais en plus il faut que les vacances elles soient riches d'expériences, il faut qu'on ait découvert tout un tas de pays, etc. Donc là il y a aussi un effet, on va dire, des médias sociaux, des publicités, de l'univers dans lequel on baigne et qui d'une certaine manière ne parle pas seulement de vacances, parle en fait de tourisme. Ouais, c'est ça. Oui. Et tout ça, Mathieu Slama, ça va souvent avec la consommation. Alors, ce n'est pas du tout votre théorie. Hein. Vous trouvez que les vacances, ça doit être synonyme de peut-être de moindre consommation, voire de sobriété, de déconnexion? Je pense qu'il faut absolument associer l'idée de vacances avec l'idée écologique et de transition écologique et d'éviter la surconsommation. Mais encore une fois, moi je crois vraiment que, et vous parliez les congés payés, tout ça, l'idée de départ de ça, c'est vraiment de sortir de la société du tout travail. Et c'est vraiment cette idée-là, je pense, qui est forte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les loisirs, le repos juste pour se reposer et après retravailler. C'est vraiment l'idée que le repos, le fait de ne pas travailler, ça fait aussi partie de la vie humaine et c'est tout à fait équivalent au fait de travailler ou quoi que ce soit. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a autant de gens qui peut-être partent pas en vacances ou ont moins envie de partir en vacances, c'est parce qu'ils sont aussi accablés par leur travail, qu'il y a les inégalités sociales, l'inflation, le contexte socio-économique, etc., qui fait aussi que certains, finalement, ont moins d'espace mental pour les vacances. Mais je pense que c'est très important aussi de penser les vacances. Alors, en effet, en lien avec la transition écologique, ça c'est fondamental et ça va être un des enjeux des prochaines années, c'est évident, mais aussi en lien avec l'idée de sortir de cette civilisation du travail, de cette société du travail où finalement l'être humain n'est vu que comme un outil pour produire, au service du productivisme, etc. Là où justement le droit au repos, les vacances, c'est ce qui donne à l'être humain une autre valeur. J'ai l'impression que Hervé Novelli n'est pas d'accord avec votre voisin. Je ne peux pas m'empêcher de sourire parce que je ne vois pas comment on peut financer les vacances autrement qu'en travaillant à une autre partie de l'année. C'est pour moi, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les vacances, on dépense, le travail, en principe, ça rapporte. Et donc, c'est cet équilibre qui permet de partir en vacances après avoir travaillé. Donc, c'est très gentil, mais ça ne me semble pas réaliste. C'est pourtant toute l'histoire de la République, c'est la réduction du temps de travail. Non, mais la réduction du temps de travail, c'est pas de ne pas travailler. Donc, c'est moins travailler. C'est moins travailler, et c'est toute l'histoire de l'humanité que de moins travailler au fur et à mesure des progrès de productivité. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut faire beaucoup mieux sans que ce qui est fait aujourd'hui. Ce qui est vrai. On ne prend pas en compte dans le tourisme social les évolutions dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas de raison que les fils de gens peu aisés n'aient pas le droit aussi à partir en vacances avec des thèmes qui soient attractifs et qui sont offerts uniquement à ceux qui ont les moyens de se les payer. Ça n'est pas légitime. Et donc, je pense qu'on peut faire beaucoup et se réinvestir comme je l'avais fait comme ministre libéral. Vous savez, je suis très content d'avoir dopé l'Agence nationale des chèques vacances et d'avoir créé le fonds de tourisme social qui a été porté sur les fonds baptismaux il y a 2 ans. Guillaume. Le problème, c'est que, notamment avec les réseaux sociaux, de plus en plus, les gens ont envie de partir aux mêmes endroits et ça crée, Sandra voit bien, ce qu'on appelle aujourd'hui le surtourisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des endroits complètement déserts et d'autres où il y a tellement de monde qu'on est obligé de réguler. Comment est-ce qu'on sort de ça ? Alors, on sort de ça par tout un mécanisme, justement, où on va raconter des histoires sur des nouveaux lieux. C'est-à-dire que ce qui compte aujourd'hui, c'est finalement créer des identités sur les lieux. Et donc, les gens vont tous au même endroit parce que, effectivement, comme vous le dites très bien, ils ont vu la photo et ils veulent avoir la même photo. Mais à partir du moment où on raconte une histoire sur un lieu, on lui retrouve une identité. Il y a des lieux qui l'ont très bien fait avec des festivals, avec des événements culturels, des événements sportifs. On peut recréer de l'attractivité et essayer que ça se déploie un peu plus sur le territoire parce que sinon, effectivement, on rentre dans ce que vous décrivez. Et d'ailleurs, les touristes détestent eux-mêmes le surtourisme. Donc, on est quand même dans une sorte toujours d'oxymore où le touriste déteste le plus les autres touristes. D'ailleurs, il y a une évolution, parce que je crois le patron du Guide du Routard qui était sur ce plateau ici même il y a peu nous parlait de nouvelles destinations qui attirent de plus en plus, notamment des jeunes peut-être qui sont plus sensibles, notamment aussi à ces problématiques écologiques. Il nous disait l'Auvergne et la Moselle qui marchent de plus en plus. Ça, vous le voyez aussi. On le constate. Moi, je vais souvent dans le Jura, dans
dans le Doubs, il y a véritablement un tourisme de randonnée qui se développe. Il y a une loi qui s'appelle la loi des 80-20. 80% des touristes sur 20% du territoire, c'est une loi qui a été observée en France. Elle n'est pas récente. Elle n'est pas récente. C'est une loi non écrite, mais qui fait que les touristes se concentrent sur 20% du territoire français. Comme l'a dit notre ami, le sujet, l'enjeu, il est de faire en sorte qu'on aille un peu plus loin. 25% du territoire, ce serait bien. 30% du territoire, ce serait merveilleux. Et donc, il faut faire découvrir d'autres territoires. Et on peut le faire en lien avec là où il y a des pics de fréquentation. Là aussi, il faut que les opérateurs de tourisme racontent des histoires. Alors, par exemple, je m'occupe beaucoup de nos tourismes. Oui. Bon, il est clair que le tourisme autour du vin, il est clair que ça permet d'innerver les 2 tiers du territoire français qui sont couverts par des vignobles, en effet. Donc voilà. Mathieu, vous vouliez réagir. En une phrase, je pense qu'il y a un autre axe de réflexion et qui concilie totalement cette question de lutter contre le surtourisme et lutter pour la transition écologique, qui est quand même notre enjeu majeur aujourd'hui. C'est aussi de mener des politiques publiques en faveur des mobilités qui sont douces et qui sont donc par exemple aujourd'hui pour les vacances le prix des billets de train, il y a des prix de billets de train qui sont beaucoup plus chers que de l'avion. Et ça, c'est pas normal. Je veux dire, ça, typiquement, c'est quelque chose sur lequel... C'est incompréhensible, rationnellement, et puis surtout, c'est quelque chose sur lequel le politique a prise. Il peut mener des politiques pour baisser le prix du train, et pourquoi pas aussi faire en sorte que, par exemple, comme on a parlé pour les autoroutes, que pour les familles modestes, il y ait du train gratuit, un trajet gratuit en train, alors 1, 2, 3, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, il y a des politiques volontaristes qui peuvent être menées, qui peuvent aussi permettre de entre guillemets, faire du tourisme quelque chose de plus divers, y compris en France, en Europe, etc. Oui, et ça, voilà. Oui, ça en envoie bien très vite. Une dernière question peut-être. Est-ce qu'un des moyens de réduire la fracture sociale face aux vacances, c'est pas de les raccourcir? C'est un peu l'idée d'Emmanuel Macron qui dit quand on a 8 semaines de vacances pendant l'été, forcément, il y a des gens qui partent et des gens qui ne partent pas parce que c'est trop long. Non, alors là, moi, je ne dirais pas ça, dans la mesure où ceux qui ne partent pas, ils ne partent pas du tout. C'est pas qu'ils partent moins que les autres, c'est qu'ils partent pas de tout l'été. Que l'été fasse 8 semaines ou 2 mois, ça changera rien, en fait. La difficulté qu'il y a autour de ces 2 mois de vacances, c'est que, là où il a raison, c'est qu'il y a une forme de distance à l'école qui se crée. Et quand votre temps n'est pas occupé, d'une certaine manière, vous perdez même un petit peu les compétences que vous aviez acquises. Mais c'est un peu une vision aussi qui est assez instrumentale, en fait, des vacances. C'est-à-dire qu'il faudrait rentabiliser les vacances et en faire des moments où on va aussi apprendre ce qu'on apprend à l'école. Bon, on peut aussi se dire qu'effectivement, ça peut être un enjeu justement d'apprendre d'autres compétences. C'est d'ailleurs des compétences qui aujourd'hui sont très importantes dans les entreprises, etc. La coopération, la créativité, voilà. Donc des choses qui ne sont pas toujours apprises à l'école et les vacances peuvent constituer un moment. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une grande partie de la jeunesse qui ne part pas pour des raisons financières. Voilà en tout cas un débat qui pourra être évoqué pendant les congés, puisque ça commence demain, les congés. Donc merci à vous 3, bonnes vacances, si vous en prenez en tout cas. Allez, dans un instant, avec Victor Dequiver et Marie Bonisseau, nous verrons que le dopage sportif est loin d'être une idée neuve et que viser les artistes sur scène avec d'étranges objets est devenu une nouvelle tendance. Et oui, bienvenue en 2023. Mais avant ça, retrouvons Mathieu Conquet, grand explorateur de tubes musicaux. Le jeudi, il passe en cuisine. Alors rien de mieux que d'écouter de la musique en fignolant sa gamelle. À la loupe devient à la soupe. Et aujourd'hui, on submecte les amygdales puisqu'on parle des vins de France. À la soupe aujourd'hui, petit tourne-disque des vins de France. Il se présente sous le nom de Licence 4. Ce sont 2 pieds-nickelés gaulois qui chantent « Viens boire un petit coup à la maison ». En France, on aime le vin et forcément on le chante aussi. Mais si les vins français s'exportent partout dans le monde, il n'en va pas de même pour nos chansons à boire. Numéro 1 du top 50, Cru 87, la chanson du bien nommé groupe Licence 4 rencontrera le succès dans toutes nos provinces, mais assez peu à l'étranger. Reprise par le Belge Grand Jojo. Il y a du blanc et il y a du rouge, des saucissons. Et Jojo avec son petit accordéon. Puis par Bézu, bien entendu, mais aussi Les Musclés, elle trouve un écho inattendu en Finlande où l'accordéon est toujours là, comme le fameux son du bouchon.
Et si notre longue tradition de chansons à boire remonte bien avant l'arrivée du disque, il y a toujours des chanteurs pour dire les nuances des effets du vin. Celui qui rend câlin collant chez Nicolas Perrac. Donne-moi la main, mes bras s'enroulent autour de tes reins. Le vin têtu, un rien agressif chez Bertrand Belin. T'as le vin, t'as pas le vin, dis-moi où je te saigne, où tu préfères. Le vin qui rend lyrique enfin, comme chez les Auvergnats, de Mustang. Il ouvre des fenêtres, jamais creusé chez toi. Les bouleversements récents des méthodes de vinification provoquent aussi de nouvelles chansons. Le vin nature, c'est ma drogue préférée. J'ai rarement mal à la tête, j'arrête pas de le répéter. Au fait, saviez-vous comment on appelait l'homme de confiance qui servait le vin des princes et des rois? Les chansons. Alors, si vous avez le vin, assurez-vous d'avoir les chansons. Merci et Mathieu Conquet. Alors eux, ils sont toujours sobres, hein, bien sûr, et c'est pour ça qu'ils arrivent sur le plateau sans problème. Bonsoir à vous, Victor Dequiver et Marie Bonisso. Oui, mais Marie, vous avez trouvé l'entrée, en tout cas, bravo à vous. On commence avec vous, Victor. Et alors, j'ai appris un truc en arrivant, c'est que vous vous intéressez au sport maintenant. Donc. Vous savez, Jean-Mathieu, le cyclisme, c'est ma grande passion. Ouais. Et quand je l'ai regardé tout à l'heure, d'ailleurs, grimper le col du Tourmalet en short, je me suis dit, mais c'est pas possible, les mecs prennent des trucs. Évidemment, j'en sais rien. Mais je me suis dit, tiens, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur le dopage. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai découvert que ça existait déjà 5000 ans avant notre ère. Alors, à l'époque, ce n'était pas pour battre des records, on s'en moquait un peu, c'était pour chasser. Alors, je vous propose ce soir un petit quiz. Le premier qui trouve la réponse gagne. Question. Que prenaient nos ancêtres pour être plus rapides et plus forts? Réponse A, ils ingurgitaient de la graisse d'ours. Réponse B, ils croquaient des sabots d'âne pliés, très important. Réponse C, il dégustait de grands testicules de petits chevaux. J'ai évidemment envie de répondre grands testicules de petits chevaux. Vous êtes ou B aussi. Plié, moi, ça m'a assez fasciné, cette chose. C, et bien figurez-vous que c'est les trois à la fois. En fait, à l'époque, on surconsommait des produits naturels avec l'idée que plus on mangeait d'un animal, par exemple, plus on allait ingurgiter ses qualités supposées. Manger de la graisse d'ours et vous deviendrez fort comme un ours. Manger des testicules, et etc., etc. Bref, c'est mignon comme philosophie. En gros, jusqu'au XVIIIe siècle, on fait du sport principalement pour s'amuser. On utilise d'ailleurs un verbe très beau au XVIe siècle, c'est Rabelais qui l'utilise, se désporter, pour dire, voilà, on fait des activités physiques divertissantes. On est content de gagner, bien sûr, c'est pas la question, mais on s'entraîne peu. Et si on ingurgite des substances, c'est surtout pour réduire la fatigue ou stimuler son organisme. Mais en fait, tout bascule au XIXe siècle. Tout bascule au XIXe siècle. Le monde s'industrialise, la science progresse. Les pharmaciens réussissent à isoler les principes actifs des plantes et des produits chimiques. On devient capable de produire en masse des préparations diaboliques censées soigner les humains, éther, strychnine, arsenic. Et le sport va changer de visage à ce moment-là. Il devient synonyme de compétition accrue. Dorénavant, les sportifs se professionnalisent, ils recherchent la performance. On ne veut plus seulement gagner, on veut battre des records. D'ailleurs, les premiers JO de l'ère moderne datent de 1896 et sont très différents en réalité des anciens JO. Selon certains historiens du sport, c'est au 19e siècle, à partir du 19e, les périodes où on bat des records correspondent à l'arrivée d'une nouvelle substance qu'on n'arrive pas encore à détecter, un esprit sain dans un corps sain, qu'on disait. Mais bien sûr, c'est un magnifique slogan. Merci Victor. Alors Marie, ce soir, vous nous parlez d'un métier à risque, oui, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, c'est star de la pop. Storyblore est très grave, Jean-Mathieu. Nos pop stars sont actuellement en danger. Ça fait quelques mois que les concerts se sont littéralement transformés en chamboule-tout. Depuis Public, c'est à qui lancera le truc le plus bizarre sur la scène. Et il y a un petit bonus quand vous arrivez à atteindre l'artiste. Je vous présente par exemple la chanteuse Bébé Rexha qui s'est reçue un smartphone en plein sourcil. C'est pas toujours drôle, hein. Voici aussi Lady Gaga qui a été frôlée par un ours en peluche. Elle a continué à chanter, elle est professionnelle. Lil Nas X, artiste américain, qui a ramassé un sextoy. Oui, c'est ça qu'il tient dans la main en pleine chorégraphie. Quant à Pink, la courageuse, regardez la semaine dernière ce qu'elle tient dans la main, un petit sac de cendres. C'est une spectatrice qui a balancé les restes de sa mère incinérée. Donc, je ne sais pas ce que je ressens face à cela, a dit la chanteuse, avant le lendemain de recevoir sur scène une roue de bris de mots à Londres. Quel est le rapport? Bon, voilà, on a bien rigolé. Maintenant, il s'agit de comprendre. La presse anglo-saxonne est ulcérée par cette nouvelle tendance. On lit que les spectateurs auraient désappris les bonnes manières pendant la pandémie,
qui certes a stoppé net les concerts. On accuse aussi évidemment les réseaux sociaux qui transforment une blague potache en un événement viral et qui donnent envie à d'autres de faire mieux, voire pire. Enfin, certains pointent le narcissisme contemporain qui pousserait les fans à vouloir eux aussi s'incruster sur la photo. Pourquoi pas ? J'ai quand même fait quelques toutes petites recherches pour cette chronique. La manie de jeter des trucs, de briser le 4e mur, ça existe depuis que le public existe. Je suis même remontée jusqu'à Cervantes, qui en 1615 se vantait, je cite, « Toutes mes pièces de théâtre furent représentées sans qu'il n'y eût aucune offrande de concombre », c'était ça à l'époque, ni autre projectile ordinaire. Évidemment, vous pensez aussi aux tomates pourries, aux roses qu'on lançait à l'opéra, mais souvenez-vous peut-être de George Harrison, qui faillit quitter la première tournée américaine des Beatles parce qu'il n'en pouvait plus de se recevoir un incessant bombardement de bonbons. C'est ça qu'on leur lançait à l'époque. Tom Jones aussi, lui, qui provoquait des pluies de culottes pendant qu'il chantait Sex Bomb, etc., etc. On pourrait aussi aller voir du côté... des politiques entartrés, enfarinés, des pelouses sportives aussi qui sont très régulièrement jonchées à la fin des matchs. Chamboule tout partout, je vous le disais. D'ailleurs, le chamboule tout au Moyen-Âge, c'était le seul moyen de symboliquement toucher la tête des puissants. Il est peut-être là le secret. Désolé les pop stars, plus vous irez haut, plus on cherchera à vous atteindre. Bravo Marie pour cette morale. Décidément, il y a une morale maintenant tous les soirs, c'est magnifique en tout cas. Et pas de tomates pour vous bien sûr, parce que c'était une magnifique chronique en tout cas. Merci à vous, merci mes amis, à suivre sur Arte, plongée dans l'Angleterre victorienne avec Emma, série adaptée du roman de Jane Austen, romance, promenade dans les champs, robe longue et chien corgi. On a hâte. Demain, ce sera le sémillant Renaud Dely au platine du club 28 minutes. Et belle soirée, tchuss.